Imaginez un instant. Vous voyez le mot Hund dans un livre, sur un mur ou n'importe où et vous y prêtez attention. Si vous ne parlez pas allemand, vous ne savez probablement pas de quoi il s'agit, vous ne savez pas ce que ça signifie. Mais alors, comment votre cerveau encode-t-il ce mot quand vous y prêtez davantage attention? Et comment faites-vous pour le retenir sur le long terme jusqu'à pouvoir l'utiliser naturellement dans votre propre façon de parler? Cet épisode est la troisième d'une série inspirée du livre Make It Stick, The Science of Successful Learning, écrit par Peter Brown et deux scientifiques cognitifs, Henry Rudiger III et Mark McDaniel. Dans la précédente vidéo, l'épisode 2 de la série, j'ai parlé de 3 caractéristiques essentielles pour un vrai apprentissage. Espacer les sessions de révision, de rappel, alterner, intercaler les différents éléments, sujets, ce qu'on appelle l'entrelacement ou l'interleaving, et varier les types de tests, la façon de se tester, les niveaux de difficulté, les sources de connaissances pendant ces sessions espacées et intercalées. Cette vidéo est un tout petit peu plus. Mais revenons d'abord au mot dont je parlais. Si vous ne parlez pas allemand, votre cerveau entre dans un processus appelé encodage. Nous passons tous par cette étape chaque fois que nous rencontrons une nouvelle information. Malheureusement ou heureusement, cette information est d'abord stockée dans la mémoire à court terme. Sans cela, nous ne pourrions pas faire de tri, d'hiérarchisation dans ce que nous apprenons. Un tri essentiel pour bien allouer nos ressources mentales. Cette mémoire est dite à court terme justement parce qu'elle ne conserve l'information que très brièvement. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle vous avez déjà oublié le mot que j'ai prononcé, le mot dont je parlais au début de la vidéo il y a quelques secondes, si vous ne l'aviez jamais entendu auparavant. Mais supposons que vous vouliez vraiment savoir ce que Hund signifie. Vous le tapez dans un moteur de recherche, lisez la définition, regardez les images, bam, vous commencez à créer des représentations mentales de Hund. Et c'est souvent à ce stade qu'on appelle la consolidation que la plupart des gens s'arrêtent dans leur apprentissage. Pour beaucoup de choses que l'on voit et qu'on cherche à comprendre, ce stade peut suffire. Mais pour des éléments qui sont au cœur d'un processus d'apprentissage, le focus de votre apprentissage, comme un mot à retenir, un mécanisme que vous essayez de comprendre, une librairie dans un langage de programmation ou une belle citation dans un livre, une étape supplémentaire est indispensable pour encoder l'information correctement là où elle est censée être pour faciliter son utilisation. Le rappel, l'essai de restitution, en termes techniques, la recherche mnésique. Tout ça veut juste dire se tester soi-même. Autrement dit, il faut demander à son esprit de produire lui-même ce que l'on recherche à apprendre. C'est encore plus efficace si vous espacez les moments où vous faites cette demande, où vous vous testez, si vous essayez d'intercaler, de mélanger, de mixer ce que vous apprenez avec d'autres contenus, ce qu'on appelle l'interleaving, et si vous variez les contextes et les usages de l'objet d'apprentissage, les contextes, les sources d'information, quand cela est possible. Cela crée plus d'indices pour récupérer ou rappeler l'information plus tard quand vous en avez besoin ou quand vous devrez la combiner à d'autres connaissances pour établir un web, une toile de connaissances bien connectées les unes aux autres. Cela dit, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait retenir, mais qu'on n'a pas la possibilité de revoir de manière espacée, intercalée et variée. Donc, il y a 2 choses minimales que vous pouvez faire si le strict minimum est tout ce que vous pouvez faire. Première chose, essayez consciemment de relier ce que vous apprenez à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est-à-dire intégrer cette connaissance dans une structure de connaissances plus large. Les épisodes 5 et 7 aborde des aspects de cette approche plus en profondeur. C'est d'ailleurs ce que lire pour comprendre devait être, connecté à ce que l'on connaît déjà. Pour le mot allemand Hund, par exemple, vous pouvez penser que vous en avez un, si vous en avez un,
ou vous rappeler du fait que vous avez déjà été mordu par un Hund. Vous pouvez aussi vous aider à mémoriser le son en le rapprochant du mot anglais hunt, chasser, ou du mot français honte, comme dans avoir la honte de sa vie, si vous connaissez déjà l'un ou l'autre. Et cela peut même s'intégrer dans une petite histoire comme dans avant d'être domestiqués, les Hunts aidaient les hommes à hunt. Ou encore la fois où vous avez eu tellement la peur de votre vie à l'approche d'un Hunt que lorsqu'il s'est révélé être tout doux, vous avez eu la honte de votre vie. Aussi, même si nous en parlerons mieux dans l'épisode 7, plus l'histoire que vous trouvez est sordide et bizarre, mieux vous vous rappellerez du mot, du nom de la personne, de l'élément de connaissance que vous essayez de connecter à ce que vous connaissez déjà. En bref, le point, c'est créer un maximum de connexions possibles avec ce que vous connaissez déjà. La seconde chose minimale, c'est essayer de rappeler au moins une fois le lien que vous avez créé, que vous avez formé mentalement. Essayez de le dire ou de le créer par vous-même un moment après que vous ayez créé le lien. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Agnès, en plus de l'associer à d'autres Agnès que vous connaissez déjà, ou à un trait physique de la personne, évidemment plus bizarre, plus intéressant, plus comique le trait, mieux c'est, répétez-le vous-même à haute voix après que la personne ait dit le nom et aussi répétez-le à la fin de la conversation. Tout ça dit, de mon expérience, l'espacement conscient de votre apprentissage a un effet sur le cerveau que rien d'autre ne peut produire. Pas même le fait de faire consciemment des liens avec ce qu'on connaît déjà. En réalité, espacer, intercaler et varier les formes d'apprentissage crée naturellement des liens entre la nouvelle information et les connaissances que vous avez déjà. C'est pour cette raison que si vous voulez vraiment maîtriser une chose, vous ne pouvez pas vous arrêter au moment où vous avez cherché une définition, lu des pages entières sur le principe, le mécanisme, ce que vous voulez comprendre, jusqu'au moment où vous avez eu l'impression de bien comprendre. Pensez bien aux choses que vous connaissez vraiment bien, le numéro de votre partenaire ou une compétence dans laquelle vous êtes experte. Forcément, vous avez eu du temps, des situations espacées, entrelacées d'autres activités où vous êtes testé, consciemment ou pas, où vous avez dû récupérer l'information par vous-même. C'est cela qui vous permet de l'utiliser aujourd'hui sans effort. Quand vous espacez votre apprentissage, vous permettez à vos nouvelles connaissances de se relier à des moments différents, des humeurs différentes, des états mentaux variés. Quand vous intercalez vos apprentissages, vous les différenciez les uns des autres, ce qui est en soi une forme de lien. Et pour la variation, sans doute le plus évident, en variant les sources, les contextes, les niveaux de difficulté, vous créez plusieurs chemins d'accès vers la connaissance. Le sentiment illusoire de maîtrise que l'on ressent quand on lit beaucoup d'un coup lors d'une longue session d'apprentissage ou de compréhension, cette fluidité passagère que l'on croit atteindre, tout cela vient du fait que l'on retient l'information s'appuyant principalement sur la mémoire à court terme. Et donc, dans cette logique, il y a deux techniques qui devraient être transversales dans tous vos apprentissages, que vous soyez en train de découvrir une notion pour la première fois ou de le revoir dans le cadre d'une pratique espacée, intercalée et variée. La réflexion post-apprentissage. Environ 800 étudiants participent à une expérience pour un cours de psychologie. Après avoir été exposés à des concepts clés, on leur demande d'écrire avec leurs propres mots ce que ces concepts signifient et de donner des exemples. Pour d'autres concepts, les étudiants prennent simplement des notes après des présentations de diapositives comme ils le font d'habitude, idée principale, éléments qu'ils trouvent importants. Les tests qui suivent au cours du semestre révèlent que les étudiants réussissent mieux pour les concepts qu'ils ont reformulés eux-mêmes que sur ceux pour lesquels ils ont simplement pris des notes classiques. Encore une fois, ce qui compte, c'est se tester soi-même, pas juste relire ou écrire en lisant. Je ne compte plus le nombre de personnes que je connais qui croient vraiment apprendre en faisant des résumés de leurs cours avec les documents sous leurs yeux. C'est une façon erronée quand on pense à la réflexion. Réfléchir
c'est utiliser uniquement votre esprit après un apprentissage, un cours, un chapitre de livre, ou même après avoir regardé cette vidéo, pour penser et éventuellement écrire à propos de ce que vous venez de vivre. Et donc, les 2 questions suivantes devraient vous guider. Quels étaient les points clés, des exemples? Et surtout, en quoi est-ce que cela se relie déjà à ce que je sais? En fait, quand vous adoptez de façon disciplinée cette approche, vous vous rendez compte que naturellement, votre cerveau vous pose ces 2 questions à chaque fois que vous finissez de lire, de rencontrer quelqu'un, de découvrir quelque chose, de lire un passage, un paragraphe dans un livre. Certains tiennent un journal pour cela, d'autres le font oralement et d'autres encore combinent les 2. La génération. Quand vous faites de votre mieux pour résoudre une question ou un problème avant de regarder la solution ou de demander de l'aide, vous êtes en train de générer. Vous créez un besoin de combler une lacune dans vos connaissances. Si vous regardez directement la réponse sans réfléchir vous-même, votre cerveau ne comble rien car il ne perçoit même pas qu'il y a un manque à combler. Les auteurs du livre le formulent ainsi. Les tentatives infructueuses de résolution d'un problème favorisent un traitement en profondeur de la réponse lorsqu'elle est ensuite donnée, créant ainsi un terrain fertile pour son encodage, ce que la simple lecture ou la relecture de la réponse ne permet pas. Nous avons tous eu un de ces moments où nous regardons la solution à un problème, une question que nous avons, pour nous rendre compte quelques minutes plus tard que nous ne pouvons pas créer la solution par nous-mêmes, que nous n'avions vraiment pas compris ce que nous pensions avoir compris. Bien réfléchir, une manière de se tester et générer par soi-même l'information, une autre forme de pré-test, intégrée dans une approche espacée, intercalée, variée, vous permettre d'éviter ce que j'appelle les illusions de la connaissance, qui est le sujet du 4e épisode, celui que j'ai le plus aimé écrire. À la fin de cet épisode, vous avez sûrement l'impression d'avoir tout bien compris. Mais comment faites-vous pour en être sûr? Testez-vous. Vous pouvez télécharger l'illustration de la vidéo dans la description, ainsi que le PDF récapitulatif associé.